Voilà, donc je donne la parole à Joseph Maïla, qui va donc parler. Merci beaucoup, Monsieur Erhardt, de votre présentation. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à ce colloque sur les aires culturelles. Et d'emblée, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque pour leur invitation, et plus particulièrement Monsieur Blanquer et Monsieur Cherfaoui. Mesdames et messieurs, la question que je vais traiter touche donc à la francophonie. Et peut-être que dans les remarques préliminaires que je voudrais faire d'emblée, tout de suite, je vais mettre en cause la notion d'aire culturelle quand il s'agit de la francophonie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, M. Erhardt a fait une présentation qui me paraît extrêmement intéressante, pertinente, logique. Et en même temps, quand on voit son application à la francophonie, ce qui se démarque d'emblée dans l'appréhension scientifique de l'objet francophonie, c'est au fond deux choses. La première, c'est que la francophonie se définit par l'usage de la langue. Et donc, est francophone celui qui a, ou qui partage avec d'autres, bien entendu, l'usage du français. On disait d'ailleurs dans la francophonie, ceux qui ont en partage le français, mais auparavant on disait les parlants français. Donc, les parlants français appartiennent à des cultures, à des civilisations, à des nations, à des États, puisque ma perspective sera politique, mais en fin de compte, pour revenir au culturel, puisque quand on parle de francophonie aujourd'hui, on parle de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc on a l'ensemble des parlants français qui, de manière tout à fait libre, parce qu'il y a des parlants français qui n'adhèrent pas à l'Organisation de la francophonie, font partie de cet ensemble politique qui est dirigé aujourd'hui par le président Abdou Diouf, qui comporte 57 États francophones, plus une vingtaine d'États observateurs. Donc, la première des conditions pour être dans la francophonie, c'est au fond de parler le français. Deuxièmement, quand on dit ère culturelle, on dit au fond qu'on est dans plus ou moins un continuum spatial, un espace géographique qui y soit concentré. La francophonie est transcontinentale, elle comporte des pays qui sont disséminés sur toute la planète. Et donc, elle ne correspond pas à un continuum. Dommage que Gilles Kepel ne soit pas là aujourd'hui, parce que la présentation du monde arabe aurait montré ce continuum qui existe. Alors, je vais m'avancer un peu, mais peut-être pour la Chine, on pourrait dire la même chose, et encore que, bon, la seule aire géographique qui présente une espèce de congruence sur le plan spatial, sur le plan linguistique et sur le plan culturel, c'est le monde arabe, puisque c'est là où on a des parlants arabes qui vont dans une aire repérable ou dans une quantité géographique discrète qui va de la Mauritanie jusqu'au Golfe arabo-persique, et qui partagent la même culture et la même langue. Quand on parle de la francophonie, l'idée d'aire culturelle est contestable de ce point de vue à partir de la langue. Le seul pays francophone qui a comme langue le français, c'est la France. C'est le seul pays parmi tous les États francophones, parmi toutes les nations francophones, qui parle le français et qui a comme langue officielle le français. Les autres, bien entendu, ont le français, soit en partage dans un État fédéral comme la Belgique ou comme la Suisse, soit pour les États africains, comme ils ont le français comme langue officielle, mais qui coexistent avec d'autres langues qui sont égales en dignité, même si ces langues-là n'ont pas la même fonctionnalité que le français. De la même manière, pour le monde arabe, la culture, il y a des francophones dans des États arabes comme l'Égypte, comme le Maghreb, mais la langue arabe est la langue officielle. Donc, les seuls parlants francophones, exclusivement francophones, ayant pour usage à la fois officiel et vernaculaire le français, c'est au fond la France. Et donc, ça donne déjà une idée de ce que peut être la francophonie comme aire culturelle. Elle est d'abord une aire linguistique qui est pluriculturelle. Donc, il y a un usage du français sur une multiculturalité. Je vais parler plutôt de multiculturalité francophone. Le point commun est l'usage du français, mais dans des cultures qui sont des cultures qui empruntent l'un des éléments constitutifs de la culture, à savoir la langue, qu'il emprunte au français. Donc, il n'y a pas un recouvrement exact entre la langue et la culture.
le monde francophone est pluriculturel et il a en usage le français. Donc il est pluriculturel, il est transcontinental et il est plurilinguistique. Donc cette ère linguistique est absolument, je ne vais pas dire spécifique, parce qu'on peut tenter de la comparer. Je ne sais pas si la comparaison a existé au sein de ce colloque avec le Commonwealth britannique, puisque c'est un petit peu la même inspiration. Ce sont des parlants anglais ou des anglophones qui se réunissent, et on le verra, dans une fonctionnalité qui va au-delà de la langue. Mais ce qui les rattache, au départ, c'est l'usage de l'anglais. Donc on est dans une construction qui est absolument intéressante, parce qu'elle correspond à une langue qui est devenue un outil pour une construction politique, l'Organisation internationale de la francophonie, qui elle-même va vérifier la pérennité, l'usage, la transmission et la consolidation de la langue. Donc on va du culturel au culturel, mais en passant par le politique, puisque la première fonction, le premier objectif de l'Organisation de la francophonie, c'est de consolider le français, mais par le biais de la coopération francophone, et on verra comment cette coopération est multiforme. Donc, la remise en question de l'ère culturelle en quelque sorte arrive pour pointer un hiatus entre langue et entre culture, le linguistique ne recouvrant pas le culturel. Un parlant français d'un pays arabe a comme culture l'arabe et peut parler aussi le français. La situation est la même pour la Suisse, pour la Belgique, et pour les pays francophones d'Asie, je pense en particulier au Laos et au Cambodge. Donc on est dans des configurations où le mot culturel est un mot qu'il faudrait interroger en tant que tel et peut-être montrer sa différenciation d'avec le linguistique. Ces quelques remarques préliminaires sont aussi pour moi l'occasion de faire une deuxième. Cette première remarque est suivie d'une seconde. Au fond, de quoi parlons-nous quand nous parlons de francophonie? Il y a, à partir des distinctions qui ont été faites, moi je voudrais distinguer trois types de francophonie et qui sont, si vous voulez, qui relèvent de l'usage commun du mot francophone sans le construire sur un plan conceptuel. Au fond, il y a trois niveaux. Il y a d'abord, dans cette dissémination des francophones sur l'ensemble de la planète, il y a une première francophonie qui est apparue historiquement en tant que telle, c'est ce que j'appellerais la francophonie fonctionnelle, hein, qu'on peut retrouver par ailleurs dans tous les grands congrès qui se tiennent ici et là. Les premières personnes qui se sont fédérées pour se dire, au fond, nous avons des choses à nous dire parce que nous parlons français, ça a été les journalistes dans les années 50. Ensuite, maintenant, il y a un ensemble de fonctions ou de métiers qui se sont fédérés en tant que tels autour de la langue française. Je pense à l'AUF, qui était l'ancienne OPELF, hein, qui a commencé par être OPELF, Association des universités partiellement ou entièrement de langue française. Elles sont nées presque avant la francophonie, et c'est lorsque la francophonie avec un grand F, c'est-à-dire l'institution de la francophonie, l'OIF, se crée, que l'OPELF devient AUF et que l'AUF est rattaché comme un opérateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais vous avez les parlements francophones, les maires francophones, les cours constitutionnels francophones, les TV5, les médias francophones, les journalistes francophones, qui peuvent se réunir dans une francophonie de fonctionnalité. C'est des métiers, c'est un agrégat de techniques, d'apprentissage, de métiers qui se font autour de la langue française et qui permettent cette première constitution informelle des francophones, mais agrégée ultérieurement, postérieurement, à un ensemble beaucoup plus vaste, puisque ce sont tous devenus des opérateurs intégrés au sein de la francophonie institutionnelle. Il y a une deuxième francophonie qui, elle, va marquer une montée en gradation, si l'on peut dire, en puissance, de la visibilité de l'objet francophonie. C'est une francophonie de solidarité.
cette francophonie de solidarité qui se situe entre l'informel des associations et des métiers, si j'ose dire, ou des professions, et la francophonie politique advenue aujourd'hui. Au fond, c'est une francophonie qui se fait autour de ce qui a été appelé en 1970 l'Agence de coopération culturelle et technique de la francophonie, l'ACCT, qui a disparu, bien entendu. Et cette agence culturelle et de coopération, et on le verra parce que c'est passionnant de voir quelles sont les raisons qui ont empêché la francophonie de se constituer en organisation internationale de la francophonie, ce sont des raisons qui ne sont pas venues du Sud, mais qui sont venues du Nord. C'était la position un peu compliquée de la France de se situer avec d'anciens pays qu'elle avait eus sous sa domination, soit en tant que mandat, soit en tant que colonie, et qui se voyaient mal reconstituer un empire qui ne dirait pas son nom et se positionner assez mal. Alors qu'on pense que souvent, c'est la contestation du Sud qui a empêché la constitution d'une organisation de la francophonie. C'est le Nord, c'est-à-dire la France quasi exclusivement, qui a un peu traîné les pieds pour arriver là. Donc une première francophonie qui est politique, mais qui ne va pas jusqu'au politique, puisqu'elle se contente de monter des programmes, des projets qu'elle met en commun, qui sont des projets de solidarité technologique, d'échange de scientifiques, de coopération au niveau de l'enseignement du français, cette ACCT, et qui a été voulu par des politiques, qui a été voulu d'abord par le président Senghor, qui avait agrégé autour de lui le président Bourguiba et Amami Diori du Niger à cette époque pour constituer cette ACCT en mars 1970. Donc quelque chose fait par des politiques, mais qui n'avait pas de visée politique et qui voulait aller au-delà de la langue sans entrer dans un domaine qui soit un domaine d'organisation politique des États ayant en partage le français. Et c'est peut-être cette coexistence, cette cohabitation, cette coopération, c'est une francophonie de solidarité, une francophonie de coopération qui va faire naître les liens qui conduiront à la naissance de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est la troisième étape, c'est au fond cette francophonie politique qui va voir le jour à la conférence de Hanoï en 1997. Et alors, symboliquement extrêmement fort, cette francophonie politique, puisque le président Chirac, à l'époque, au moment où se met en place une organisation internationale, avec des structures qui ne sont pas un traité sur le plan du droit, c'est extrêmement intéressant aussi de voir quels sont les fondements. Il n'y a pas de traité organisationnel de la francophonie, il y a une charte, donc une charte qu'on appelle la charte de Hanoï en 1997, qui va devenir la charte rénovée d'Antananarivo en 2005, qui constitue les fondements structurels de l'organisation de la francophonie, c'est-à-dire qui dicte un petit peu la hiérarchie. Au sommet de cette francophonie politique, il y a un secrétaire général, il y a ensuite une conférence ministérielle, les États sont représentés par des représentants permanents des chefs d'État et de gouvernement, et ça constitue le CPF, le comité permanent, le Conseil permanent de la francophonie, qui entoure le secrétaire général. Tous les 2 ans, il y a une conférence ministérielle. Tous les 3 ou 4 ans, maintenant le rythme est assuré, il y a un sommet francophone. Et donc, cette structure organisationnelle, elle voit le jour 25 ans, 27 ans après la CCT, et c'est là où la mutation de la francophonie se fait, à Hanoï et puis à Antananarivo, avec cette structure politique. Et le clin d'œil ou le signe déterminant est que les États francophones qui opèrent cette mutation à partir du français vers le politique vont aller chercher l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Ghali, et vont le mettre à la tête de ce secrétariat. Et à la suite, bien entendu, en 2002, il y aura le président Abdou Diouf qui sera élu ancien président du Sénégal. Et à la conférence de Dakar, qui va avoir lieu à la fin de ce mois, M. Diouf devra avoir un successeur que l'on est en train de chercher dans la représentation politique d'anciens présidents ou de hauts fonctionnaires qui ont occupé des postes extrêmement importants dans l'ordre international. Voilà une mutation qui va se faire, sur laquelle on pourra revenir. Vous me donnez combien de temps, monsieur le modérateur? J'ai encore 10 minutes peut-être? 5 minutes? 7 minutes, bon.
Donc, ils ont négocié à la baisse, là. Bon, on pourra revenir un peu sur ces considérations politiques qui me semblent extrêmement importantes. Et on voit au fur et à mesure que se développe la coopération francophone, la mise en place de structures politiques qui relèvent d'une organisation internationale, j'allais dire, classique, on voit de plus en plus le politique se fixer et devenir véritablement un ciment de la francophonie. La langue est une condition sine qua non, encore que un grand débat existe aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent aux questions d'aire culturelle. Le Qatar, où les parlants français doivent être 30, 40, 50, allez, on dit 100, fait partie aujourd'hui de l'organisation de la francophonie. La Grèce est membre de l'organisation de la francophonie, il y a un peu plus de francophones. Mais on ne peut pas dire que la Grèce est un pays francophone, on ne peut pas dire que le Qatar, qui est membre à part entière, qui n'est pas un observateur, parle le français et fait partie de la francophonie. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, il s'est passé 2 événements extrêmement importants pour ceux qui s'intéressent à la vie de ces institutions politiques, géopolitiques, à finalité culturelle, où on pourra inverser, j'ouvre un débat ici, où des organisations culturelles qui se sont dotées de finalités politiques. On reviendra un peu sur la distinction. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus important quand on envisage l'organisation de la francophonie? Est-ce que c'est le fait qu'elle est partie d'une langue et qu'elle s'est structurée politiquement, ou est-ce qu'elle s'est structurée politiquement pour promouvoir une langue? Et on verra que les choses sont plus compliquées et plus nuancées que cela. Mais 2 instruments qui, dans la francophonie, vont souder les parlants francophones pour en faire un acteur de la vie internationale à travers cette organisation de la francophonie. C'est l'accord de Bamako, qui a été signé le 3 novembre, qui a été une charte qui a été déclarée, donc une déclaration de la charte du 3 novembre 2000, et puis la déclaration de Saint-Boniface du 15-16 mai 2006. 2 conférences structurantes de l'avenir de la francophonie. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais que dit la première? La conférence de Bamako, et c'est là où on voit les mutations du culturel au politique, la francophonie, la déclaration de Bamako, je prends une seule phrase symbolique, emblématique, dit la chose suivante: francophonie et démocratie sont indissociables. Et donc, à partir de la déclaration de Bamako, le français ne suffit plus. Pour faire partie du club, si vous me permettez de parler ainsi, il faut être démocrate. L'usage du français n'est plus une condition suffisante. Elle est nécessaire, bien entendu, mais elle n'est pas suffisante. Il faut être aussi politique. Et un des débats, si vous suivez un petit peu l'actualité aujourd'hui, c'est de savoir, quand il y a un coup d'État, si on ne suspend pas l'État francophone, qui est sorti de la légalité constitutionnelle, comme c'est le cas pour le Burkina, où les militaires ont pris le pouvoir. Et toute la question, c'est: le Burkina sera-t-il suspendu ou non? Burkina Faso, toute la question est là. Hein. Il va être suspendu, mais s'il est suspendu, il sera suspendu 2 mois, à condition qu'il y ait une transmission du pouvoir des militaires vers le politique. Il sera ensuite réintégré. Mais cette idée de la francophonie comme univers culturel, je prends l'expression ici qu'employait le président Senghor, dans laquelle la francophonie est indissociable de la démocratie et nul n'entre ici s'il n'est démocrate, hein, c'est quelque chose qui, dans l'ordre de la représentation linguistique et culturelle, est quelque chose qui détonne. Alors, je vous passe aussi les complexités de cette déclaration de Bamako, notamment un chapitre 5, qui prévoit que l'Organisation internationale de la francophonie, article 2 de ce chapitre 5, peut intervenir comme médiatrice dans les conflits internes dans les pays concernés. Et donc, je ne savais pas que la francophonie était faite pour aider à bâtir un ordre démocratique. Cette transformation de la langue vers la construction d'un monde démocratique, la francophonie et les États francophones apportant leur pierre, contribuant à l'édifice d'un monde de démocratie, est quelque chose qui fait partie du pacte francophone. Et ce n'est pas la seule défense de la langue.
La déclaration de Saint-Boniface est extrêmement intéressante, extrêmement importante aussi. Elle porte sur la prévention des conflits et comment on peut travailler la solidarité francophone, qui fait que l'OIF peut venir à votre secours et à votre aide si vous lui demandez son avis pour prévenir les conflits, pour vous aider à sortir d'une guerre, pour opérer ce qu'on appelle dans l'ordre politique la DDR, hein, le désarmement, la démilitarisation et la réinsertion. Elle s'occupe des enfants soldats, elle s'occupe des mines antipersonnelles, elle vérifie que vous avez adhéré à la charte, au traité de Rome de 1998, qui crée la Cour pénale internationale. Elle vous aide à passer l'EPU, l'examen périodique universel, qui fait que tous les États membres des Nations Unies sont obligés à tour de rôle, depuis que la Commission des droits de l'homme de Genève existe, de présenter le cas et la situation des droits de l'homme chez eux. Il y a des pays qui ne peuvent pas, des pays pauvres et très endettés, comme dit la nomenclature du PNUD, qui ne peuvent pas matériellement faire cet examen. Eh bien, la francophonie vient et les aide. Donc, je conclue un peu là-dessus. Hein, cette structuration de l'objet ère culturelle qui passe par un dépassement de la langue, une manière aussi d'encapsuler une ère qui est une ère transcontinentale, qui a en partie, sauf pour la France, en partage la langue française, dont les valeurs culturelles ne sont pas des valeurs francophones. Grande question, est-ce qu'il existe une culture francophone? Est-ce qu'il existe des valeurs francophones? Sauf sur le plan politique, bien sûr, on en trouvera. Entre, si vous voulez, dans la logique de la constitution d'une organisation internationale pour mieux affirmer la présence d'États qui, sur le plan culturel, s'affirment comme francophones. Donc une finalité, des États qui avaient en partage la langue, non pas la culture, donc j'insiste beaucoup sur ce point, et qui vont passer par le politique pour avoir une politique du français dans la mondialisation. Et c'est là où on voit une construction absolument remarquable de la francophonie qui va se battre sur deux choses. D'abord sur la charte universelle concernant l'exception culturelle ou les droits de la culture, la charte de l'UNESCO de 2005, où la francophonie va jouer un rôle essentiel et mobiliser les États francophones. Et deuxièmement, une stratégie du français mise en place par l'OIF pour que le français, sans être une première langue, sauf dans le cas où il est une première langue, ne soit pas soit une deuxième langue et, dans le meilleur des cas, soit une troisième langue. Parce que si à côté de votre langue, il faut passer par l'anglais comme langue fonctionnelle, au moins une stratégie de la troisième langue. Donc il y avait la préférence pour la deuxième langue, et maintenant il y a une stratégie pour la troisième langue comme affirmation stratégique de la permanence et de la pérennité du français dans l'ordre international. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire au fond que cette prééminence du français, cette volonté de maintenir le français comme langue à la fois dans les États et en même temps comme langue des relations internationales, a conduit à trois types de considérations pour des pays qui ont accepté de faire partie, encore une fois, des États francophones. J'ouvre une parenthèse que je ferme très vite. L'un des pays francophones où l'avenir de la francophonie est le plus grand, parce que c'est un réservoir et un bassin de francophones, ne fait pas partie des États francophones, c'est l'Algérie. L'Algérie n'est pas membre de l'OIF, de l'Organisation de la francophonie. Donc, liberté d'adhésion et tous ceux qui parlent. Et ceux qui parlent moins le français sont, comme je vous disais tout à l'heure, paradoxalement, membres de la francophonie. Alors, trois rôles qu'assure la francophonie institutionnelle, à la fois sur un plan politique et sur un plan culturel. Il y a d'abord la place, et c'est cela un peu qui nous projette dans l'avenir. Il y a la francophonie réfléchie, se bat, lutte pour la place du français dans la civilisation universelle ou la civilisation mondiale ou le français comme langue internationale, comme langue et comme culture, hein, mais entendu au sens propre du terme. Donc c'est une agence de promotion de la langue.
mais une agence qui est organisée sur le plan politique, hein, mais de promotion et de défense. Illustration et défense de la langue française, ça reste bien entendu un objectif essentiel, mais il ne se fait pas dans des accords de coopération bilatérale, il ne se fait pas dans le cadre d'une multilatéralité culturelle, il est pensé dans le cadre d'un multilatéralisme politique et organisationnel qui nécessite la création de cette organisation de la francophonie. Et il y a un deuxième point qui me paraît extrêmement intéressant, c'est au fond la place de la francophonie dans le multilatéralisme politique. Ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on sait moins, c'est que dans le cadre des Nations Unies, il y a ce que la francophonie appelle des concertations francophones sur des questions qui sont jugées essentielles, par exemple sur les questions des droits de l'homme ou sur des questions d'adhésion à des traités internationaux concernant les droits de l'homme, mais concernant aussi le désarmement. L'interdiction, le traité qui interdit les ALPC, les armes légères et de petit calibre, sur le traité qui interdit l'usage des mines antipersonnelles ou des bombes à neutrons. Il y a une concertation francophone qui se fait pour que la francophonie participe au fonctionnement du système international par le biais de son rôle dans ce multilatéralisme pluriel, ouvert et démocratique, comme c'est l'usage de qualifier à chaque fois ce multilatéralisme. Donc, un rôle sur le plan de la civilisation, sur la place de la langue. Un rôle dans le multilatéralisme ambiant et au plan des institutions internationales, dont l'ONU, mais je prends l'ONU, mais je vous passe les accords qui sont conclus entre l'OIF et l'Union africaine, entre l'OIF et la Ligue arabe, entre l'OIF et la CEDEAO. Donc, il y a des participations à des observations, par exemple, d'élections, à ce qu'on appelle les GIC, qui sont des groupes internationaux de contact, qui font des médiations en bloc, groupées. Dans le cas du Burkina, par exemple, vous allez voir l'Union africaine qui va être présente pour essayer de penser une sortie de crise. Elle va être associée à la CEDEAO, puisque le Burkina est dans cette zone de la CEDEAO, mais l'ONU va être présente et l'Union européenne est intéressée aussi à cette stabilité. Ils vont constituer un GIC et la francophonie fera partie de ce GIC, de ce groupe international de contact. C'est une sorte de fonctionnement du système international en vue, bien entendu, comme c'est le but ultime des Nations Unies, de la paix et de la sécurité internationale. Et il y a sur un troisième plan, et qui est sans doute le plus intéressant, sur lequel il faut réfléchir comme une préfiguration de la mondialisation qui vient. Réfléchir à une espèce d'organisation d'une ère culturelle et linguistique, je ne vais pas revenir sur les distinctions que je faisais, mais qui participerait de manière transcontinentale à des projets en commun qu'elle porterait sur le plan d'une mondialisation francophone. L'idée d'une mondialisation francophone est en train de faire son chemin. On retrouve ce terme dans des écrits d'avant-garde, souvent aussi dans des écrits, dans des discours de secrétaire général de l'OIF, en disant, mais puisque nous sommes dans la mondialisation, est-ce que nous ne pourrions pas apporter une touche francophone à cette mondialisation? Est-ce que cette mondialisation est forcément, alors, on va dire les choses comme elles sont, anglophone, libérale et économiquement capitaliste de marché ouvert. Est-ce qu'il y aurait des valeurs communes, grande question, pour penser un autre type de mondialisation qui serait portée par l'Organisation internationale de la francophonie? Et on va donc vers une espèce de régionalisme mondialisé décentralisé. J'entends par régionalisme mondialisé décentré une région francophone qui, vous l'aurez compris, n'est pas une région. C'est une région virtuelle puisque ce n'est pas une région géographique. Qui serait à forte valeur ajoutée culturelle et linguistique et qui, en même temps, penserait son insertion dans la mondialisation en portant en commun, par exemple, des projets qui seraient labellisés projets francophones. C'est peut-être une des voies de l'avenir si on ne veut pas simplement penser à une mondialisation qui serait uniforme et homogène, mais qui serait commune et plurielle, avec précisément cet apport des aires culturelles qui pourraient modifier la configuration générale de la mondialisation. J'espère ne pas avoir été très long. Merci beaucoup de votre attention. Bon, merci beaucoup, en tout cas, de cette étude très précise, la francophonie institutionnelle. On est passé de l'univers culturel à la mondialisation francophone, mais je pense que c'est mieux de réserver la discussion à la fin pour les questions.